Venue du fond des âges, la sorcellerie exerce toujours sur chacun une curiosité, sinon un attrait bien légitime. Mais aujourd'hui, sorciers et sorcières ne se cachent plus au fond des bois dans de méchantes cabanes vermoulues. En France, certains d'entre eux ont quasiment pignon sur rue et travaillent pour les puissants de ce monde. Tel sorcier se vante, hors micro bien sûr, d'œuvrer pour l'un des plus grands publicistes de la place de Paris. Tel autre pour la présidente d'une grande chaîne de radio et de télévision. Et tous n'agissent que pour le bien d'autrui. Je voudrais savoir ce que c'est qu'un sorcier d'abord. Bien, un sorcier, ben, c'est à peu près bâti comme moi, c'est surtout un homme très ordinaire. Et c'est un homme qui s'est aperçu qu'il possédait des pouvoirs psychiques, des pouvoirs de l'esprit, et qui a mis ses pouvoirs au service, disons, de l'humanité, au service des autres, qui agit avec bonté, gentillesse et dévouement s'il fait partie des bons sorciers. À ma mine, je fais partie des bons. Hein. Vous n'en trouverez jamais qui se disent mauvais, d'ailleurs, hein, je vous le dis tout de suite. Comment on peut Là, le j'ironise pour mes confrères. Mais écoutez, si pour vous séduire, par exemple, j'emploie le sourire, c'est bien. Si je vous fais avaler un filtre magique, c'est que je suis dans les mauvais. Vous voyez, c'est simple comme tout. Alors, si vous avez... Alors vous dites que vous utilisez des pouvoirs psychiques, hein, les Oui. pouvoirs de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ben, cela veut dire qu'il y a, si vous préférez, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a l'humanité qui se compose de gens, d'une part. Il y a les gens ordinaires, puis il y a les zombies. J'en ai déjà parlé, mais je tiens à préciser cette notion. Les zombies, ce sont les gens qui travaillent, qui mangent, qui dorment, qui se couchent, qui remplissent des quantités de fonctions biologiques innocentes et pas toujours volontaires, bien sûr. Et puis il y a les gens ordinaires qui, eux, réfléchissent, pensent, ont une tête, un cerveau qui fonctionne. Je ne critique aucune des deux catégories, je n'en félicite aucune, mais je veux quand même préciser une chose. C'est que ceux qui réfléchissent, qui pensent, leur pensée a un poids, leur pensée a une force, leur parole a une charge, leur parole est chargée, et à partir de ce moment-là, leur pensée réalise ce dont parle la Bible ou les Écritures saintes ou dont on parle beaucoup. Eh bien, la parole réalise ce qu'elle affirme, autrement dit, le verbe devient efficace. Vous comprenez, la magie, c'est quelque chose qui peut rejoindre Dieu. Parce que c'est à base de prière, c'est à base d'appel, on appelle des forces positives. On dit toujours il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Bon, eh bien là, c'est pareil. Pourquoi s'adresser à des forces occultes en bas de l'échelon, alors qu'on peut s'adresser directement en haut? Pourquoi appeler un ange déchu, alors qu'on peut appeler un archange? Voilà. Vous savez, très souvent, des personnes viennent me dire, Mme Flavie, vous qui avez un grand pouvoir pour ceci, cela, vous voyez, cette femme a pris mon mari, pouvez-vous, je vous en prie, enfin, vous savez, tout le monde... non, c'est des choses que je ne touche pas. Je ne peux absolument pas toucher à cela, parce que je me dis, mais pourtant, ce n'est pas mal, parce que c'est quelque chose de normal de vouloir retrouver mon mari, par exemple. Mais oui, mais je lui dis, ben, dans ce cas-là, mais ce n'est ce qu'on appelle de la magie blanche. Mais pour moi, ce n'est pas de la magie blanche. Parce que dès l'instant qu'il faudra couper quelque chose, par exemple, si cet homme est amoureux d'une autre femme, admettons, il faudra tout de même faire quelque chose pour donc du mal à cette autre personne, ou même à cet homme qui finalement peut-être est très heureux comme cela. Alors, donc on ne doit pas toucher à cela. Nous n'avons pas le droit. Les choses qui sont faites, c'est parce que... Donc pour vous, quelle que soit la sorcellerie, elle est toujours négative à un moment. Ah oui, je pense. J'en suis certaine d'ailleurs. Pour beaucoup de gens, la sorcellerie, c'est quelque chose de dramatique, qui se passe la nuit, qui fait appel à des forces mauvaises. Ah, je vous remercie, parce que ça, c'est le côté folklorique, c'est le côté spectacle que j'adore. Je vous dirais que vers ce dolmen que vous voyez, d'ailleurs, on aperçoit ici la chambre d'amour, je ne sais pas si vous la voyez. Voyez-vous, ben, cette chambre d'amour, par exemple, il s'est passé ici des rituels réellement sympathiques. Par exemple, la restauration de forces sexuelles, par exemple, pour des messieurs qui étaient fatigués, la mise en route de dames qui avaient, mon Dieu, des difficultés du même côté, parce que ce lieu, je tiens à vous le dire, c'est un lieu magique, c'est un lieu sorcier par excellence. On dit que les dolmens sont l'œuvre des druides, j'ajouterais même de ceux qui les ont précédés. Ce dolmen, c'est quoi? C'est un condensateur de forces cosmotelluriques, c'est-à-dire de forces du ciel et de la terre, où il se passe des quantités de choses. Et en sorcellerie, puisqu'on parle de sorcellerie, en sorcellerie, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes les intermédiaires entre le ciel et la terre. Dieu et ses saints, sorciers et mages s'y réfèrent toujours. Ce n'est pas le moindre paradoxe de ce monde marginal. Vous dites que vous travaillez avec un prêtre. Vous l'avez choisi, vous l'avez trouvé. Comment ça se passe? Non, je ne l'ai pas choisi, je ne l'ai pas trouvé. Disons que je suis disciple de l'abbé Julio, qui était un prêtre qui avait recensé toutes les prières, toutes les formules anciennes, magiques, pour aider les gens.
dans la guérison, n'importe laquelle, c'est-à-dire aussi bien psychique que morale ou physique. Et ce prêtre-là croyait très très fort en ce qu'il faisait. Il puisait aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Il ne voyait pas de barrière pour aider quelqu'un. Et ce prêtre-là donc est mort et depuis très longtemps et a laissé des successeurs. Et le 5e successeur de l'abbé Julliot, qui est Monseigneur Olivier, c'est à lui que je m'adresse quand j'ai besoin d'aide. Les gens viennent à moi parce qu'ils veulent que je les aide, mais moi j'ai besoin de quelqu'un de plus haut pour m'aider. C'est la chaîne de l'humanité. Oui, mais dans la sorcellerie, il n'y a pas que le verbe. Mais il y a le rituel. Ouais. Il y a le rituel, il y a le gestuel. Et Qu'est-ce qui est le plus important? je crois que les deux sont des choses importantes. Il ne faut pas les séparer. Le rituel est, je crois, supérieurement important pour le sorcier fatigué ou la sorcière fatiguée. Parce que le rituel a ceci de particulier, c'est qu'il vous relie à la chaîne de ceux qui vous ont précédé en sorcellerie, dans le rituel. Pour le sorcier, voyez-vous, l'espace, le temps sont des notions qui n'ont pas de limite au sens où nous l'entendons pour l'homme ordinaire. Pour nous, le temps, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il y a le temps qui est unique, qui est présent. Il est présent hier, il est présent aujourd'hui, il est présent demain. Alors le rituel, il nous relie instantanément à tous les instants du temps que je viens de décrire. Et nous puisons notre force dans ces instants du temps de ceux qui, pour beaucoup de gens, ont précédé, etc. Alors Sterna, vous pouvez me décrire un pentacle et me dire à quoi ça sert exactement? Le décrire, non, parce qu'il y en a plusieurs. Sont des signes qui sont apposés sur un morceau de parchemin vierge. Et ce signe a une symbolique qui correspond à quelque chose par rapport à la magie que l'on va effectuer pour une personne. Et ce pentacle est effectué à certaines heures, justement parce qu'il est prévu pour telle ou telle cause. Les heures changent. Et elles changent selon quoi? Elles changent selon le sens qu'on veut lui donner. Par exemple, mettons que ça soit pour trouver du travail. Pour trouver du travail. Moi, je vais vous demander un pentacle pour trouver du travail. C'est pas moi qui fais les pentacles, d'abord, je voudrais dire. Moi, personnellement, je ne les fais pas. Ils sont faits par des prêtres avec lesquels je travaille, qui sont des prêtres guérisseurs. Ils sont des prêtres catholiques. Oui, catholiques. C'est reconnu par la religion? Les religions ont le droit de faire des pentacles? C'est bien sûr, bien sûr. Ce que vous avez sur la chasuble d'un prêtre, dans différentes messes, ça n'est jamais qu'un pentacle. Alors, ces prêtres-là font ces pentacles. Il y a des... Comment on appelle ça? Il y a des encres qui sont faites avec des matériaux naturels et qui correspondent selon les couleurs ou les signes au travail qu'on demande. Ils sont ensuite consacrés derrière l'autel avec une messe. Et quand la personne demande, par exemple, un travail de magie et que je sente qu'il est nécessaire de lui donner un pentacle, j'envoie ce pentacle ou je commande le pentacle X à ce prêtre qui va le consacrer au nom de la personne à l'heure correspondante par rapport à ce qu'elle demande. Et ça apporte quoi, un pentacle, par rapport C'est un support de force, c'est une sorte de catalyseur. C'est grand comment? C'est grand comme une carte, là, comme celle-ci, par exemple, ce format-là. Ensuite, une fois qu'il est fait, il a été consacré, le nom de la personne est inscrit dessus. Il y a des lettres assez souvent hébraïques, pas toujours, mais assez souvent. On le roule et on l'attache avec des fils et on ferme par 3 nœuds, en disant une sorte de prière, de fermeture, de clôture. C'est-à-dire que ça scelle cette espèce de force. Et la personne porte ça sur elle. C'est le même genre qu'une médaille, sauf qu'elle a été faite pour vous. Et comme c'est fait sur un parchemin, c'est un matériel vivant. Donc, c'est une force, c'est une charge. Gisèle Flavie préfère les pierres trouées. Elles n'ont pas de but précis. D'une manière générale, ces pierres sont bénéfiques. Gisèle Flavie va les chercher chaque année à la même époque au bord de la mer. Et c'est la nuit, bien sûr, et où il y a des offrandes qui sont faites, une fois par an simplement. Des offrandes qui sont faites à la mer. Quel genre d'offrandes? Eh bien, ce sont des rubans qui sont noués de telle façon et de telle couleur
et qui, à un moment donné, au moment de la position de la Lune, à ce moment-là, à une heure bien précise, ces offrandes sont avec, bien sûr, des bougies allumées, etc. Et très souvent, on a l'impression qu'il y a, même s'il n'y a pas du tout de vent, d'un seul coup, le vent commence à souffler. Je ne peux pas expliquer là. Il se passe, il y a vraiment un mystère, parce que toutes les bougies allumées ont tendance, elles ne s'éteignent pas, mais subitement, elles vacillent. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et alors, tous ces rubans qui sont noués de couleurs, enfin, tout avec un rituel, bien sûr, et sont jetés à l'eau. Et à ce moment-là, toutes les pierres qui sont roulées à mes pieds, c'est comme ça que j'appelle cueillir mes pierres, parce que pour moi, ce sont ces pierres, des offrandes finalement qu'on me rend, et ces pierres ont une force magnétique énorme, ont vraiment un grand pouvoir, parce que ça, j'ai pu constater, ça fait tellement depuis longtemps. Et la pierre qui m'avait été donnée, la première pierre que j'avais, c'était une pierre trouée. Hein. Donc ce sont des pierres trouées sur la plage que les pierres qui sont trouées et qui sont roulées à mes pieds. Attention, je ne les cherche pas. Hein, je ne les cherche pas et je les ramasse parce que comme si c'était vraiment un présent. Vous en ramassez beaucoup comme ça? Ah oui, par exemple, vous voyez, cette petite coupelle là, mais j'en ramasse au moins, oui, 4 fois comme cela. Et alors, une fois par an? Une fois par an, oui, une fois par an. Je les offre après parce que les gens, ça c'est une forme de talisman, si je puis dire, pour les gens. Et ces pierres qui restent, comme celle-ci par exemple, d'ici un bon mois maintenant, elles repartiront à la mer. Je les rends, si je puis dire. Celles que vous n'avez pas distribuées. Voilà, celles que je n'ai pas distribuées, je les rends. Vous me racontiez, vous me disiez oui, alors la première fois, on vous avait offert une pierre. Voilà, la première pierre que j'ai eue, c'était un cœur. Et un cœur troué, bien sûr. Et alors, je portais avec beaucoup d'amour parce que c'était une grande initiée, celle qui m'avait offert cette pierre. Et j'étais avec des amis, nous étions 5-6 personnes, c'est des amis en Sologne. Et déjà, là, cet endroit est assez curieux. D'ailleurs, s'était passé pas mal de phénomènes. Et nous étions en train, debout, avec mes amis, de parler. Je ne sais plus de quoi, d'ailleurs. Et d'un coup, ce cœur que j'ai promené avec moi depuis au moins 30 ans autour de mon cou, comme celle-ci, s'est détachée. Alors, ça pourrait paraître surprenant, c'est détaché, mais qu'elle se détache, admettons. Le cordon était resté autour de mon cou, et c'est un cordon de cuir. Et le cœur s'est brisé à mes pieds. Et mes amis, connaissant évidemment l'importance de cette pierre, on a vraiment j'ai blémi. Je dis, il se passe quelque chose à cet instant précis. Mais je n'ai pas fait le rapprochement. De quoi, je dis. Et alors, on a noté l'heure. Et c'était à l'heure même où cet ami décédé. Dans votre livre « Un sorcier vous parle », vous parlez des pouvoirs magiques de l'œuf qu'on utilise beaucoup en sorcellerie. Je parle du pouvoir magique, non pas de l'œuf, mais des œufs en général. Il faut d'abord que je vous dise que les œufs ont une construction géométrique très spéciale. Si vous vouliez, par exemple, faire une expérience, vous prenez l'un de ces œufs, vous les prenez pointe à pointe dans les mains que vous mettez comme ceci et vous serrez très fort, vous n'arriverez pas à casser un œuf. Mettez-les en travers, vous aurez une surprise. Vous ferez une omelette baveuse avec coquille, une omelette baveuse. Bon. Non, je parle du pouvoir des œufs en général et c'est intéressant parce que je vis à la campagne, j'ai affaire à des propriétaires de toutes sortes et je peux vous dire qu'il existe des terres qui sont maléficiées sur lesquelles on ne récolte rien ou sur lesquelles les bêtes qui vivent tombent malades, ce qui est quand même un manque à gagner pour l'éleveur ou pour le cultivateur. Alors, voici comment ça se passe. J'ai pris ces petits feuillets, ces petits bouts de bâton avec des feuilles, simplement pour vous montrer comment on peut utiliser les œufs pour protéger une propriété. Voyez-vous? Et je demande à mes amis cultivateurs, et Dieu sait que j'en ai, de faire très attention à ce que je fais, parce que c'est quand même une indication qui peut leur être utile. J'espère que tout se passe bien et que je ne vous gêne pas. Alors voyez-vous, voilà donc par exemple une propriété qui ressemble grosso modo à un rectangle. Le nord est en face de nous. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, à la base, aux deux coins, aux deux angles de la propriété, on dépose 2 œufs avec la petite pointe, la pointe la plus petite de l'œuf, tourner en direction du nord. Nous avons donc la base de notre triangle. Donc entre les 2 œufs, là, il peut y avoir il y a rien, c'est un hectare. Il peut y avoir, parlons plutôt de distance, il peut y avoir 100 ou 200 mètres si vous voulez. Bon, pour constituer le triangle, qu'est-ce qu'on fait? On mesure au pas, parce qu'un sorcier, il prend les mesures avec son pied, en marchant toujours du même pas en général. Eh bien, il mesure à peu près la distance totale en pas qu'il y a dans le haut
enfin de De la parcelle. propriété, oui. Et à mi-chemin, il dépose le 3e œuf, toujours dans la même direction que les 2 autres, voyez-vous. Ouais. Mais ce qu'on fait là pour donner une image et montrer à peu près comment on préserve une propriété, comprenez que ça demande un certain temps et un arpentage. Mais ça, c'est une protection super efficace. Dès que ce triangle est établi sur une parcelle de terre, il ne peut plus rien se passer de mauvais. Et tout ce que vous faites, c'est de poser 3 œufs. Oui, mais je En ne les triangle. pose pas à la surface de terre. Oui. Je les enterre environ à 20-25 cm. Ouais. Autrement dit, je me Couché. coucher comme ça, et avec la pointe tournée vers le nord. pointe la plus fine tournée vers le nord. Ouais. Hein. Ouais. Donc, il n'y a absolument aucun problème. Et croyez-moi, une propriété, par exemple, sur laquelle les bêtes sont malades, vous voyez les bêtes se guérir, redevenir bien portantes. Mais vous faites pas de prière? Comment? Vous faites pas une prière? Ah non, ça, il s'agit d'un rituel de l'œuf. Ah oui. Ça n'a rien à voir, c'est un rituel de geste, si vous préférez. Oui. Ça n'a rien à voir avec une prière en particulier, on s'adresse à aucune puissance en particulier. Là, ce qu'on manipule, ce sont des énergies créatrices qui sont, si vous préférez, dans l'œuf et dans l'environ de l'œuf, parce que n'oubliez pas que ces œufs, c'est important de le dire, sont des œufs fécondés. Oui. C'est-à-dire que les poules qui ont pondu ces œufs ont fréquenté un coq qui leur a fait le nécessaire. Oui. Voyez-vous, ce qui est quand même Mais alors, indispensable. est-ce que par exemple, si moi j'avais un lopin de terre aride, Oui. je mets 3 œufs en triangle? Alors, si votre Est-ce que ça lopin va de me terre est rendre ma aride... terre, un Ah peu non, plus- ça vaut le... Non, rien non, du non. tout. Alors là, ne rêvons pas quand même, il faut dire les choses comme elles sont. Non. Là, Ouais. il n'y a aucune possibilité. Non, Ouais. mais je parle de terres qui ont été victimes de maléfices, tout simplement. Parce qu'il existe dans les sorciers, des sorciers comme moi qui luttent contre la mauvaise sorcellerie ou la mauvaise magie, mais vous avez aussi des sorciers qui produisent cette mauvaise sorcellerie, cette mauvaise magie, qui passent leur temps ou qui ont leur distraction en faisant des espèces de petits mauvais tours à leurs voisins ou à leurs voisines. Je recommande toujours cela. Voilà. Dans une maison où on pense qu'il y a des mauvaises ondes, de mettre, et alors ça c'est vérifiable même au pendule, hein, de mettre sous votre lit une bassine, non pas en plastique, mais en fer ou en métal, pas en métal, Terre. je veux dire en terre, une bassine d'eau, et sous le lit. Ouais. Et rejeter cette eau, enfin tous les jours, et en remettre une autre, etc. Parce que l'eau va prendre toutes les mauvaises ondes et les mauvaises charges. Alors, prendre des douches, faire couler souvent l'eau du robinet, etc. Parce que ça chasse en même temps, c'est un absorbant, si je puis dire. Alors voici quand même l'eau dont on a déjà parlé, mais voici quand même un recueil d'eau qui est tout à fait intéressant. Nous nous trouvons en ce moment en lune descendante. Et je crois savoir à votre mine, vous ne me l'avez pas dit, vous avez quand même une période douloureuse dans le mois. C'est la période féminine qui est pénible pour certains. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, cette période, vous verrez qu'elle sera très facile. Je vais tout simplement vous faire un traitement un peu particulier. Voyez-vous, il ne faut pas vous désoler. C'est pas... Non, n'ayez surtout pas peur. Attendez qu'on vous retresse le poil. Vous voyez, tout simplement ceci, ça a l'air de rien, et sous le menton également. Bon, ben maintenant, vous laissez retomber le tout, et vous verrez que vous aurez des résultats phénoménaux, et vous verrez que les questions de règles pour vous se passeront merveilleusement bien. Oui, et c'est tout bête, parce qu'on est en lune descendante. Ouais. Par contre, si vous étiez nourrice et que vous ayez un enfant allaité et que, mon Dieu, vous ayez du mal à boire du lait, on vous fait boire la même eau, mais en lune montante. Ah, c'est intéressant ça. Non, mais elle se marre, mais enfin, je vois pas pourquoi, parce que franchement, croyez-moi, il y a beaucoup de... Je ne dirais pas de vieilles dames, parce qu'il n'y a pas de vieilles dames qui allaient dans notre pays. Les femmes ne sont pas si vaillantes que ça dans le Morvan quand même. Elles sont splendides, mais quand même, elles Et arrêtent. elles viennent boire de l'eau à la lune montante? Non, n'exagérons rien, mais enfin, ça fait partie des vieilles connaissances. Et certaines personnes qui utilisent ce genre de rituel se cachent, bien sûr, parce qu'il y a toujours la crainte de la petite moquerie locale, fort gentille d'ailleurs. Enfin, c'est poétique et c'est efficace. Et alors, donc, en lune descendante, c'est bon pour les femmes, en lune montante, c'est bon aussi d'une autre manière. Mais Ah non, ça- non, je vous vois venir. Vous vous dites c'est bon pour les femmes, vous pensez tout de suite aux hommes quand on pense à la lune montante, n'exagérons rien. Non, on n'en est pas là. Hein. Oui, j'allais vous demander qu'est-ce que ça peut faire aux hommes, cette eau. Ce que ça peut faire aux hommes, alors là, je vais vous le dire tout de suite, ça leur donne généralement de bons pieds pour la marche. Ouais. Donc, je veux dire que les gens qui ont des difficultés avec des chaussures, des difficultés de pied, de marche, enfin les gens de sexe masculin, cette eau généralement leur donne de très bons résultats. Et par contre, les femmes qui auraient mal aux pieds, elles, ça Rien du tout, non, il y a bon quelque chose de très particulier. Ouais. Mais vous savez, ça a été basé sur, disons, des milliers d'années d'observation. Moi, j'ai recueilli tout doucement ces traditions, excusez-moi, en interrogeant l'un, en interrogeant l'autre. Parce que ce sont des traditions orales. C'est des traditions orales. Je racontais justement l'histoire de cette petite clochette qui était toujours, qui venait
de très très loin, parce que transmise de famille en famille, enfin, etc., qui m'avait été donnée finalement, et c'est moi qui l'ai maintenant, et qui sera transmise à ma fille, parce que toujours par la branche des femmes que les secrets, les rituels sont transmis. Et cette petite clochette a le pouvoir, chaque fois, elle a toujours été dans ma chambre, chaque fois qu'il se passait un événement dans la famille, ou qu'il se passait même quelque chose d'heureux, de malheureux, ça fait rien. La nuit, elle cliquetait, sans aucune raison d'ailleurs, et c'était quelquefois rassurant, mais c'était quelquefois angoissant, ça dépendait les moments. Alors je racontais cela, et puis une personne est venue de très loin, en me disant, Madame Flavie, il faut absolument que vous me fassiez une voyance avec votre clochette, je veux absolument. Et je dis, écoutez, ma clochette, c'est quelque chose de très personnel, je veux pas... Enfin, elle a tellement insisté que j'ai pris la petite clochette, et je crois que c'est la seule fois que j'ai fait une voyance avec la clochette, voilà pourquoi. Et elle me donne une photo d'un homme, parce que je travaille beaucoup sur les photos, et la photo d'un homme, je mets, c'est un support, si je puis dire, la petite clochette sur la photo, et je me concentre. Et alors, en voyance certainement profonde, je commence à décrire une chambre avec des détails qu'elle pouvait elle seule connaître. Et puis je dis, mon Dieu, parce que je voyais cet homme évoluer dans cette chambre. Et alors je dis, comme c'est joli, mon Dieu, et puis ces petits bibelots, et la couleur, parce que c'était en couleur en plus, la vision que j'avais. Et d'un seul coup, ce qui m'a un peu réveillée, si je puis dire, de cette... par une transe, c'est pas exactement ça, cette personne qui riait. Alors je dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit une bêtise. Oh, elle dit, non, rassurez-vous, ce n'est pas ma chambre que vous avez décrite, c'est celle de ma meilleure amie. Et je soupçonnais mon mari, mais vous voyez, vous m'en avez donné la preuve. Ah, alors ça, j'ai dit, plus jamais je me servirai de ma petite clochette pour faire de la voyance. Voilà. Je crois que les sorciers sont d'abord des gens qui connaissent énormément les plantes. Ils ne sont pas d'abord, ils sont aussi des gens qui connaissent les plantes. Oui, j'ai parlé dans un de mes livres qui s'appelle Un sorcier vous parle d'une plante particulière au Morvan, parce qu'elle est sur un terrain d'élection, cette plante. Cette plante s'appelle Lotus corniculus, c'est le lotier corniculé, qu'il ne faut pas confondre avec le lotier commun qui est cultivé comme plante à fourrage. Alors, ce lotier corniculé, sur terrain calcaire, n'a aucune valeur. Mais s'il est récolté sur terrain granitique, il a une particularité extraordinaire. C'est d'apporter très souvent la guérison complète à de grands malades nerveux. Et j'ai eu, disons, d'énormes succès sur de grands nerveux avec cette plante. J'ai eu tellement de succès que ça m'a valu d'ailleurs à un certain moment en France la visite, enfin disons, des autorités de justice qui ont fort bien compris mon problème et qui se sont conduites avec moi avec beaucoup de courtoisie, je dirais. Oui. Et par la suite avec reconnaissance, puisque disons que dans cette profession, il y a aussi des malades, et le sorcier a encore là aussi son utilité, voyez-vous. Alors, vous voyez comme c'est très délicat de poursuivre celui qui vous guérit. Mais vous parlez de cette plante, mais vous avez également écrit un bouquin qui s'appelle Mes recettes pour un amour fou. Mes recettes magiques pour un amour fou, oui. Ouais. Ah ben ça n'a absolument rien à voir avec le lotier corniculé, oui. Mais vous savez, c'est des plantes. Il n'y a pas que des plantes, il y a toute espèce de recettes. C'est un bouquin qui est presque un bouquin d'ethnologie, un bouquin de sorcellerie, mais de sorcellerie construit par un ethnologue que je suis à mes moments perdu. C'est des recettes que j'ai glanées dans le monde entier, qui sont parfois extraordinaires. J'explique, par exemple, j'ai des recettes très bizarres. Par exemple, j'explique comment, par exemple, les femmes africaines se refont ou se refaisaient, il n'y a encore pas tellement longtemps, une virginité. Alors, ça peut quand même intéresser, enfin... Vous croyez ? Ça peut intéresser des femmes, pourquoi pas? La recette, je vous la donne. Bon, les femmes africaines font un feu de bois de santal dans un panier entre leurs jambes, couvrent le tout, se font fumer, si vous préférez l'appareil génital, comme un jambon de Bayonne, ou un jambon du Morvan, si c'est mieux, puisque nous y sommes. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elles obtiennent, paraît-il, des résultats. Ça fait partie des recettes magiques employées en Afrique. Dans le Morvan, on n'en est pas encore là. Et j'espère qu'on n'en est plus là, même en Afrique. Jacques Bernstein, comme pour s'excuser de ne pas nous confier tous ses secrets, a choisi la plaisanterie grivoise. Mais lorsqu'on parle d'envoûtement à Gisèle Flavie, elle ne rit plus. Totalement opposée à ces pratiques, elle a pourtant envoyé l'anathème, il y a 10 ans de cela, à un homme qui avait tué son chien de la manière la plus cruelle. La vengeance du chien, ainsi que l'appelle Gisèle Flavie, dure encore. Atroce, abominable, ça n'a pas de nom. Il avait attaché le chien à un tout petit bout de fil de fer à un arbre, et il avait voulu le tuer avec une masse. Et le chien n'était pas mort tout de suite. C'était quelque chose d'abominable, alors le sang partout. Et alors, je me suis, comme je m'étais déchaussée pour courir plus vite,
Je me suis mis sur la pointe des pieds, je donnais 2 paires de gifles. Mais alors, vraiment, il paraîtrait, d'après ce que les gens m'ont dit, j'étais livide. Et j'ai dit simplement ce mot. Monsieur, vous vouliez avoir votre maison pour la vendre. Elle ne sera jamais vendue. Le sang de ce chien vous empêchera de vivre et de vendre cette maison. Jamais ne sera vendue. Puis c'est tout. Et je reviens, j'appelle les gendarmes. Enfin, la suite, il y a eu un procès. C'était tellement quelque chose d'ignoble. Et alors, à cette époque-là, évidemment, il y avait des gens qui disaient « Mon Dieu, pour un chien, qu'est-ce que c'est, ces histoires ?» Et puis des gens qui étaient tout à fait de mon avis, bien sûr. Et je suis partie de la région. Et je parle de ça il y a 10 ans. Et je suis revenue, donc, il y a à peu près 1 an. Et il y a quelques mois, je ne pensais plus du tout à cette histoire, plus du tout. Une dame me dit, Madame Flavie, vous vous souvenez de cette phrase que vous avez prononcée à ce monsieur au sujet du chien, etc. Je me souvenais plus bien, elle dit, vous avez dit ceci parce que j'étais présente et ça avait beaucoup impressionné les gens parce que vous étiez livide et avec des yeux qui voyaient une autre vision. Elle dit, venez voir la maison. Et en effet, alors vraiment, j'étais vraiment très malheureuse parce que pour la première fois, j'avais vraiment, comme on dit vulgairement, jeté un sort. C'était vraiment très pénible pour moi de penser qu'un jour, j'avais pu faire quelque chose. Cette maison tombe en ruine, elle est envahie d'herbe et tout s'écroule. Et depuis 10 ans, en effet, cette maison n'a jamais été vendue. Envoûtement, retour d'affection, recettes sorcières, pentacles magiques, tous les remèdes de la sorcellerie ou de la magie sont donc employés quotidiennement pour qui les demande. Mais excepté Gisèle Flavie qui offre gratuitement ses pierres porte-bonheur, magiciens et sorciers font payer cher leurs travaux. Les prix varient de 1000 à 20 000 $, parfois plus. Sterna Wells paye un loyer de 1500 $ chaque mois et entretient une famille nombreuse grâce à ses activités. Jacques Bernstein reconnaît gagner 1000 $ par jour. Vous pourrez toujours vous poser la question de savoir si les puissances occultes ont des réels pouvoirs sur le commun des mortels. Vous ne pourrez mettre en doute que pour sorciers et magiciens, ça marche très bien. Merci.